donne la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. On m'avait promis que vous seriez une dizaine et c'est pas le cas du tout, donc, donc je ne suis pas très rassurée. Je tenais avant de commencer à remercier la Société d'Histoire de Lyon de m'avoir invité à faire cette conférence et on a finalement réussi parce que ça fait 3 ans qu'on essaye de la mettre, donc merci à eux d'avoir eu la patience de me reprogrammer encore une fois. Et merci à Madame Judy Locke, professeure à l'Université de Cardiff, qui m'a soutenue et aidée pour réaliser cette conférence. Donc pourquoi le sujet de la vacherie municipale du parc de la Tête d'Or? C'est mieux si j'enlève? Ça va changer le contenu, je pense. Donc pourquoi ce sujet? Eh bien, c'est dans le cadre de ma dernière année de master, en fait, à l'Université Lumière de Lyon, que nos enseignants nous ont proposé d'étudier différents bâtiments réalisés par Tony Garnier au sein de la ville de Lyon. Je ne vous cache pas que mes camarades se sont rués sur la halle Tony Garnier, parce que c'était l'élément majeur. Et on nous a présenté la vacherie municipale du parc, donc pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble, comme un petit bâtiment, pas qui n'avait pas grand intérêt, mais en tout cas qui n'avait jamais vraiment étudié, et comme un projet de la ville de Lyon, un projet social pour fournir en lait les crèches municipales de la ville. Donc il fallait pas grand-chose de plus pour me convaincre. Si personne s'y était intéressé, je voulais l'étudier. Donc j'ai commencé l'étude de la vacherie municipale du parc de la Tête d'Or et c'était un travail en binôme. On a tous été mis en binôme, généralement avec des étudiants diplômés de l'école d'architecture d'Alger. Donc eux, ils avaient un autre regard finalement sur les bâtiments, une approche beaucoup plus architecturale. Et ma camarade a passé énormément de temps à essayer de proposer une réhabilitation de ce bâtiment-là, qui a été extrêmement bien faite, que je ne vais pas vous présenter ce soir, c'est son travail. Et si jamais vous en avez envie, je serais ravie de vous donner son contact. Mais voilà, elle s'est penchée là-dessus et vraiment sur les matériaux également, enfin sur toute la partie que moi je maîtrisais moins bien en tant que non-architecte. Et moi, je me suis plutôt intéressée à tout le contexte historique qui avait amené la ville de Lyon à penser un bâtiment pareil, finalement. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a décidé de construire une vacherie pour fournir en lait les crèches de la ville? Et donc, il a fallu remonter un peu le temps et repartir. Déjà, dans un premier temps, une de mes premières questions, ça a été de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'avait installé au sein du parc de la Tête d'Or. Donc ça a été un petit travail assez sympathique. C'était de refaire tout un historique du parc de la Tête d'Or. Je vous le passerai parce qu'il y a des ouvrages qui sont très bien écrits là-dessus. Mais en tout cas, les premières choses à dire, c'est qu'à la base, on a un espace qui est plutôt champêtre. Avant aménagement d'une promenade pour les Lyonnais, on a un espace qui est agréable pour les Lyonnais qui viennent déjà s'y ressourcer. Il y a un peu des zones quand même marécageuses. On a les lawns du fleuve, des bras qui viennent pour séparer des petites îles. Donc c'est assez marécageux. Mais on a cet aspect champêtre et c'est très proche du centre-ville. Donc les Lyonnais viennent s'y ressourcer. Et en fait, c'est durant le Second Empire qu'on va réfléchir à l'aménagement des jardins publics. Donc le Second Empire, 1852-1870, c'est à cette période-là qu'on va s'intéresser et qu'on va s'interroger sur l'hygiène, sur l'hygiénisme et sur du coup la sécurité publique, la circulation urbaine, toutes ces inquiétudes-là. Et c'est un courant qu'on appelle l'hygiénisme, qui apparaît dès le milieu du 19e siècle, où finalement, dans un contexte où la société est marquée par les maladies comme le typhus, l'alcoolisme, les épidémies de peste et de choléra, on commence à s'interroger sur l'hygiène au sein des villes notamment. Et on a des hygiénistes qui vont essayer de guider les décisions politiques afin de contrôler les masses en fonction des avancées scientifiques. Donc essayer de faire quelque chose d'intelligent qui ressorte positivement pour la plupart des gens. Et donc ça va impacter le côté politique, le côté social, le côté architectural, urbanistique. Et c'est dans ce contexte-là, du coup, qu'on va faire de grands aménagements. On va remodeler le tissu urbain à l'échelle des villes. Et à l'échelle de la ville de Lyon, c'est le préfet du Rhône, Claude Marius Weiss, qui va entreprendre ces travaux de grande ampleur. Donc, par exemple, il va percer la rue Impériale, qui est l'actuelle rue de la République. C'est pour donner un exemple, mais en la perçant, il va devoir détruire 289 maisons et déplacer 12 000 personnes. Et on parle de ça à l'échelle d'une rue. Donc à l'échelle de la ville, ça a été énorme comme changement finalement. C'est à cette période-là également qu'on va voir apparaître le Palais du Commerce, qu'on va ouvrir les portes de l'hôpital de la Croix-Rousse, que les gares de Perrache et de Vèze vont entrer en action. C'est beaucoup de changements. Et c'est à ce moment-là également qu'on s'interroge sur l'intérêt des jardins publics au sein des villes. Un endroit où on pourrait renouer avec la nature, des endroits assez sains finalement pour les gens.
Et donc, le préfet Claude Marius Weiss va demander à l'ingénieur des ponts et chaussées, à l'époque Joseph Gustave Bonnet, de choisir un architecte paysager pour réaliser une promenade pour les Lyonnais, et donc sur le terrain du parc de la Tête d'Or. Et donc, le choix va se tourner sur Denis Buller, qui en 1856 va proposer un plan pour l'aménagement d'une promenade pour les Lyonnais. Et dès 1857, on a l'inauguration du parc. Donc là, j'ai mis des petites photographies pour montrer ce qui se passe au sein du parc de la Tête d'Or. C'est un espace de promenade, certes, c'est un espace également de divertissement. On a le Palais des Gardes, qui est un espace, le Chalet des Gardes, qui est un espace de détente. On a le Carrousel, on a le Théâtre des Guignols, donc c'est vraiment un espace de divertissement et un espace également un peu scientifique malgré tout, puisqu'on a le jardin botanique, où on va apprendre les plantes médicinales qui vont servir aussi de modèle, ces plantes, pour nos soyeux, pour recréer des motifs. On a le jardin zoologique qui va permettre à nos citadins de venir à la rencontre de ces animaux, de comprendre leur fonctionnement. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de remarquer que dès le départ du parc, on a des animaux qui sont présents au sein du parc de la Tête d'Or. Et on va avoir des vaches qui vont être présentes très très vite au sein du parc de la Tête d'Or et qui servent à l'entretien et à la fertilisation des pelouses. Donc forcément après, je me suis interrogée de savoir si on avait eu des vacheries avant la vacherie de la ville de Lyon finalement. Et donc les premières vacheries du parc de la Tête d'Or, on en a quelques mentions quand même. Donc là au niveau du parc, je vous ai localisé le secteur où on va retrouver les vacheries qui vont succéder parce qu'on va en avoir plusieurs quand même. Et donc là, je vous ai mis en avant les différentes vacheries qu'on va avoir. Donc en jaune, on a la plus ancienne vacherie finalement, en bleu, la ferme Lambert, et puis en rouge, la vacherie de Tony Garnier. Donc les premières mentions de vacherie du parc, c'est une vacherie provisoire qu'on a en 1858. Donc en 1858, on a un certain monsieur Gérard qui s'occupe de l'entretien des animaux au niveau du parc de la Tête d'Or et qui, lui, pense que ce serait bien d'avoir une vacherie provisoire pour pouvoir mettre les vaches qui sont sur le point de mettre bas. Donc après, assez vite, forcément, comme on a des vaches qui mettent bas, on a du lait et on va penser à une possible rentabilité de ce lait-là et on va mettre au point un service de distribution. Un service extrêmement mal pensé, puisque ça ne va pas marcher du tout, puisque 6 mois dans l'année, les citadins ils s'en vont à la campagne. Donc 6 mois dans l'année, c'est un service qui coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte, et donc ça va être très vite limité du mois d'octobre au mois d'avril. Donc c'est un petit peu bancal comme projet, mais en tout cas, il y a déjà une vente de lait, une production et une distribution de lait au sein du parc de la Tête d'Or très rapidement. En 1860, M. Gérard, il veut que sa vacherie elle soit un peu plus qu'une vacherie provisoire. Et donc, avec Denis Buller, notre architecte paysager, ils vont partir dans les environs pour chercher des modèles de vacherie modèle, finalement. Un modèle parfait de vacherie. Et ils vont trouver la vacherie de la ferme impériale de Vincennes. Donc, la ferme impériale de Vincennes, c'est vrai que sa vacherie, elle était au top de la modernité, finalement. C'est vraiment perçu comme quelque chose vraiment très très moderne à cette époque-là. Et ce qu'on nous en dit, c'est que la simplicité est le véritable cachet de l'architecture rurale, qui peut être parfaitement rendue élégante par quelques groupes d'arbres et quelques pelouses. J'ai mis cette citation-là parce qu'elle va reprendre complètement la pensée architecturale de Tony Garnier quand il va penser à réaliser la vacherie du parc de la Tête d'Or. La simplicité, c'était le maître mot de son architecture pour la vacherie, en tout cas à ce moment-là. Donc cette vacherie, elle se constitue assez simplement. En fait, on a un espace très très large en plein milieu. On a les vaches sur les côtés, elles sont alimentées par un chemin en fer. On a les vachers qui sont au-dessus et du coup qui peuvent avoir un œil sur leur troupeau en permanence. Et puis on a une cuisine pour les animaux un peu plus loin, dans un espace séparé. Le fait de séparer les différentes fonctions du bâtiment, c'est déjà assez dans le courant hygiéniste. Finalement, on commence à séparer les fonctions, on essaye que rien ne se mélange. Et c'est assez bien pensé et assez novateur pour l'époque. Pour Buller et Monsieur Gérard, c'est vraiment la révélation. C'est la vacherie qu'ils veulent avoir au sein du parc de la Tête d'Or. Donc, riches de ce modèle-là, ils vont venir au niveau du parc et Denis Buller va proposer un projet pour une vacherie permanente, finalement, au sein du parc de la Tête d'Or. Donc là, c'est un plan, je l'ai bien gribouillé, mais la partie centrale, je vais me lever. Cette partie-là, c'est vraiment la partie pour l'étable. Là où on a les petites croix, c'est un espace de circulation. Donc effectivement, comme dans la ferme impériale, on va retrouver un espace de circulation assez large pour les gens qui viennent, qui veulent visiter la vacherie. Dans la partie 1, celle du bas, ça va être plus les bureaux, la cuisine, la laiterie, cage d'escalier, etc. Et dans la partie du dessus, on a une chambre et un espace de stockage.
Donc là encore, on retrouve une différenciation des espaces suivant les fonctions finalement. Donc c'est plutôt très bien pensé. Est-ce que ça a été réalisé? Est-ce que ça a été réalisé en matériaux durables ou est-ce que c'était toujours pérenne? C'était ce qu'on s'est un peu posé comme question parce que sur le parcellaire, ce qu'on trouve, c'est ça. Donc c'est un peu loin d'un plan juste en croix. On a effectivement une partie du bâtiment qui est en croix, mais qui est accolée à un autre bâtiment qui est complètement rectangulaire. Donc est-ce que notre bâtiment en croix vient s'accoler à la vacherie première, finalement, hein, à une première vacherie, ou est-ce que c'est le plan complet de Buller qu'on voit ici? On ne sait pas trop. Et aujourd'hui, c'est très difficile de vérifier, puisqu'en 1871, ça brûle. Le 6 février 1871, on nous raconte dans les archives en tout cas que la vacherie rustique du parc de la Tête d'Or, construite en planches et couverte en chaume, a été complètement détruite par un incendie. Le feu s'est déclaré hier matin à 4h45 et à 6h, il ne restait de ce bâtiment que les ferrures des portes. Donc ce qu'on peut en comprendre en tout cas, c'est qu'on avait toujours une vacherie qui était faite en matériaux provisoires puisqu'elle a complètement brûlé. Donc est-ce que vraiment le projet s'est réalisé? On ne sait pas, mais en tout cas tout est parti en fumée. Et une fois que ça part en fumée, la décision est prise de ne pas reconstruire de vacherie, mais de transférer du coup le service de lait directement à la ferme Lambert. Donc la ferme Lambert que vous voyez en bas à votre gauche. Donc c'est là qu'on va mettre notre service de lait et la ville va louer les services d'un laitier, un certain monsieur Étienne, qui lui du coup va payer un loyer pour cette ferme, il va payer un droit de pâturage et il va payer un droit de stationnement également. Et en échange de tous ces droits, il va avoir l'exclusivité de vente de lait au sein du parc et sur certaines places publiques. Donc c'est un bail qui va durer un certain temps, jusqu'en 1880. Seulement en 1880, le bail ne sera pas reconduit, principalement pour des problèmes d'hygiène, puisqu'il paye un droit de stationnement sur les places publiques de la ville, mais en échange, il a quand même le devoir de rendre les places propres une fois qu'il s'en va avec ses vaches, et il y a énormément de plaintes, il nettoie jamais, parce qu'il considère que payer un droit de stationnement, c'est suffisant, il ne va pas en plus nettoyer derrière. Donc à la fin, la ville ne reconduit pas son bail. Et à ce moment-là, au niveau du service de lait, il ne se passe plus grand-chose dans les archives. Je ne sais pas trop ce qui se passe à ce moment-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra attendre 1904 pour que la ville réfléchisse à nouveau à construire une vacherie au sein du parc de la Tête d'Or. Mais le service de lait, en tout cas la production et distribution de lait, elle ne se passe pas qu'au sein du parc de la Tête d'Or. Et c'est vrai que sur ce sujet d'études, j'ai passé un petit moment quand même à essayer de comprendre toutes les questions qui tournaient autour du lait, finalement, pour comprendre la pertinence de construire un bâtiment pareil pour la ville. Et donc, je vous ai fait un petit récapitulatif des différents corps de métier qui s'occupent de la production et distribution du lait. Donc, on a les laitiers nourrisseurs. Ça a été le corps de métier dans la cible de mire de nos hygiénistes, puisque c'était les étables qui étaient présentes au sein de la ville et qui souvent étaient dans une hygiène déplorable. Quoi. Vraiment, quand on lit les constats, c'est vraiment assez fou. Donc ces laitiers nourrisseurs, voilà, ils produisaient du lait, les citadins venaient directement chercher leur lait et boire leur tasse de lait qui sortait du pied de la vache. On avait, alors ce que je dis des institutions privées, c'est comme l'hôpital du Vinatier par exemple, qui avait, lui, sa vacherie propre et c'était un circuit fermé. Du coup, c'est du lait qui sortait pas, il produisait et il consommait directement en circuit court et fermé. Et on a les propriétaires terriens, les propriétaires agricoles qui sont à l'extérieur de la ville et qui ont des plus grosses propriétés, des plus gros cheptels, qui du coup pouvaient produire en plus grande quantité. Et pour acheminer jusqu'à la ville, on a le collecteur qui venait dans toutes ces fermes en extérieur de la ville chercher le lait, y amener en gare. Ça partait dans le train. Et une fois arrivé à la ville, c'était les patrons laitiers qui s'occupaient de récupérer le lait. Donc là, sur la petite photo, la petite gravure que je vous ai mis à gauche, effectivement, on a l'arrivée en gare du lait et on a les patrons laitiers, alors surtout leurs commis, qui viennent chercher les bidons de lait avec leurs charrettes à chevaux, à bras ou à chiens, et ensuite qui partaient dans la ville pour vendre leur lait, souvent dans les cours d'immeubles. Ils venaient, ils sonnaient une cloche et puis les gens intéressants se mettaient à leurs fenêtres et puis ils venaient chercher leur lait du coup. Et puis, tout ce lait qui est pris par le patron laitier, des fois, il n'est pas forcément entièrement vendu au sein de la ville. Donc, ça va finir chez la crémière. Les choses sont bien faites puisque généralement, la crémière est la femme du patron laitier. Comme ça, on ne perd pas grand-chose. Et donc, la crémière va s'occuper de transformer le lait qui n'aura pas été vendu en fromage, en beurre, etc. La concurrente première de notre crémière, ça va être la laitière. Elle aussi qui va être dans la ligne de mire directe de nos hygiénistes puisqu'elle travaille en lien direct avec nos patrons laitiers qui ont des étables dans la ville
Et puis vous imaginez bien qu'elle se trimballe quand même toute la journée avec son chariot à chien, avec du lait qui prend le soleil, qui est ouvert, etc. Question hygiène, c'est super. Donc les hygiénistes, ils vont assez vite la faire disparaître. Et comme sa concurrente première, c'est la crémière qui est la pignon sur rue, c'est vrai qu'elle avait aucune chance de résister, finalement. Et après, on a les grosses industries laitières qui vont petit à petit arriver. Donc là, j'ai mis l'exemple de la société laitière moderne. Donc ça va signer un peu la fin de toutes les petites structures finalement, puisqu'ils contrôlent un peu tout. Ils vont collecter, ils vont conditionner, ils vont transporter, ils vont distribuer. Donc c'est vraiment la grosse industrie. Le problème dans cette industrie du lait, c'est que l'hygiène du lait, ça pose quand même problème à tous les niveaux, que ce soit les patrons laitiers en extérieur de la ville ou pas. Il y a un vrai problème au niveau de l'hygiène. Et ce qui pose problème, c'est que à quoi ça sert le lait à ce moment-là? Eh ben, principalement aux nourrissons et aux malades. On l'administre un peu de plein de façons différentes. On va l'administrer contre le typhus, on l'administre contre les crises d'angoisse, on va l'administrer de façon naturelle, on le boit, mais on peut le mettre en collyre, on fait en injection sous-cutanée. Donc le lait, c'est vraiment le médicament miracle, on l'administre pour tout. Donc si il n'est pas sain, c'est quand même assez vite très dangereux pour la santé. Et donc du coup, on l'administre principalement aux organismes les plus fragiles. Donc forcément, ça va alerter un peu nos hygiénistes. Et nos hygiénistes, alors à Lyon, c'est un mouvement qui va être très très important, puisqu'on a des médecins comme maires à la Troisième République. Les deux premiers maires de la Troisième République sont médecins. Ensuite, on aura Édouard Herriot, qui va être très proche lui aussi du milieu médical. On va avoir la première école vétérinaire française. Donc c'est vraiment un lieu propice au questionnement sur l'hygiène. On ne pouvait pas y louper. Et donc l'hygiène du lait, ça va vraiment poser problème au sein de la ville de Lyon, ça va poser vraiment des gros questionnements. Donc au milieu du 19e siècle, on a la chance d'avoir les découvertes pasteuriennes, donc avec une certaine chauffe du lait, on arrive à limiter la propagation de bactéries tout en conservant les qualités du lait. Et au début du 20e siècle, on a la tuberculination. Ça, c'est une grande avancée quand même. Ça veut dire qu'on peut tester les vaches pour savoir si elles sont positives ou non à la tuberculose et du coup procéder à leur élimination. Il faut savoir que jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est 150 000 morts par an en France de la tuberculose et que faute de connaissances suffisantes, le traitement généralement c'est le lait. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on s'en sort jamais, quoi. Donc la tuberculination, c'est une très grande avancée. Et en 1905, on a le deuxième congrès international de la laiterie. Ça, c'est un congrès qui est important dans le sens où on va émettre plein d'idées très très intéressantes. Donc notamment le fait que ça serait bien de soumettre à tuberculination tous les animaux des troupeaux et de procéder directement à leur élimination. Ça serait bien également de prévenir un peu sur les règles d'hygiène, les pouvoirs publics, les agriculteurs. Ça serait bien de sensibiliser à l'hygiène directement dans les écoles d'agriculture. Et ça serait très bien de mettre sur point des bâtiments qui répondraient aux normes hygiéniques finalement, qui seraient dans la lancée du courant hygiéniste. Le problème, c'est que c'est bien plein de belles idées, mais qu'on n'a pas une législation qui va aller en face. Et donc, faute d'une législation qui va en face, l'agriculteur, il n'a aucun intérêt à faire appliquer ces lois-là, si ce n'est la morale, mais économiquement, il gagnerait rien. S'il soumet à tuberculination son troupeau et qu'il a 50 têtes qui sont tuberculeuses, il perd tout son cheptel, donc économiquement, il perd un peu tout. Restructurer tout son bâtiment pour que ça soit sur les normes hygiénistes, c'est pareil, ça coûte énormément d'argent. Donc effectivement, faute de législation, ça ne va pas mener à grand-chose, même si les idées sont là et sont bonnes, ça ne va pas vraiment faire avancer le débat. Et il faut savoir aussi qu'on a du lait qui est pas très sain de manière naturelle parce qu'on ne fait pas attention, mais on a aussi des fraudes au niveau de l'hygiène du lait. Et la fraude la plus courante, c'est la fraude par mouillage. Alors au départ, on se dit que c'est pas trop grave, puisque finalement on prend du lait, on veut en avoir plus, donc on va mettre de l'eau dans le lait pour en avoir et en vendre une plus grande quantité. C'est pas que l'eau n'est pas saine, mais c'est le problème, c'est qu'on met pas juste 3 gouttes d'eau dans 1 litre de lait, on en met vraiment beaucoup. Au bout d'un moment, ça ressemble plus qu'à de l'eau, et donc faut réépaissir tout ça. Et c'est là que ça devient un peu plus problématique pour la santé, c'est que dans le meilleur des cas, on va mettre de la farine et de l'amidon à l'intérieur de ce lait, et puis dans le pire, on met de la craie et du ciment. Donc là, on arrive quand même à des choses qui sont assez catastrophiques pour le corps. Oui, ça tient au corps, c'est vrai, c'est vrai. Et tout le monde est au courant de cette situation-là, du point de vue hygiène du lait. On a notamment les journaux satiriques qui vont prendre ces fraudes-là et ces problèmes d'hygiène, et notamment l'Assiette au beurre qui va faire paraître un numéro sur les falsificateurs de lait.
Donc là, on a 2 jolies images qui illustrent bien ce qu'on en pense à cette époque-là, c'est-à-dire qu'à gauche, on a un patron laitier probablement qui, avec sa charrette sur laquelle est inscrit Faire modèle, écrase un enfant sous sa roue. Donc ils sont quand même considérés comme des meurtriers, peut-être pas la totalité, mais en tout cas, on ne les perçoit pas comme des personnes forcément bienveillantes. Et sur la droite, on a une dame qui préfère donner l'eau du ruisseau à son enfant, puisque ça sera de toute façon de meilleure qualité que le lait qu'on peut trouver. Donc voilà un peu l'état dans lequel on sait qu'est le lait hygiéniquement parlant à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, ça va faire porter question, en tout cas à la ville, sur la possible production d'un lait qui serait peut-être plus sain. Et c'est une réflexion qui vient en adéquation aussi avec une réflexion sociale autour du nourrisson. Donc c'est vrai qu'au XIXe siècle, on a la révolution industrielle, ce qui va impacter fortement les mères et les nourrissons, puisque les familles des campagnes vont venir s'installer en ville pour trouver du travail, que les femmes vont aller à l'usine et que les enfants suffisamment grands vont suivre à l'usine, mais que les plus petits, soit ils sont abandonnés, soit ils sont envoyés à des nourrices, ce qui revient à peu près au même que l'abandon, puisque à cette époque-là, les nourrices, elles ont très très mauvaise réputation. Le taux de mortalité infantile chez les gardiennes d'enfants, il est quand même très très élevé. Donc on commence à s'inquiéter sérieusement pour le nourrisson, puisqu'on a une mortalité infantile qui est inquiétante au point de vue des chiffres. On se rend bien compte qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Et donc en 1844, on va ouvrir la première crèche. On se rend bien compte qu'il manquait quelque chose dans l'étape de l'enfant. Et donc on ouvre ces premières institutions qui appartiennent généralement à la ville. Et c'est des espaces qui sont aérés, lumineux, plutôt hygiénistes généralement. Par contre, un des premiers problèmes auxquels font face les crèches, c'est du coup l'approvisionnement en lait en qualité et en quantité suffisante. Donc une fois qu'on avait travaillé sur tout cet aspect contextuel-là, on se rendait bien compte que c'était un beau projet de la ville que de se lancer dans la construction d'une vacherie municipale finalement, qui permettrait de fournir en lait sain, le plus sain possible en tout cas, les crèches municipales de la ville de Lyon. C'est un projet dans un premier temps qui est modeste, c'est pour une 40aine de vaches. On envisage différents locaux pour la stérilisation du lait, le lavage, la mise en bouteille, le stockage des flacons, un espace pour le vacher, un espace local d'isolement pour des vaches, et puis des entrepôts et un fenil. Donc on a, effectivement, c'est Jean-Victor Augagneur qui va être à l'origine de ce projet-là, mais Jean-Victor Augagneur, il s'arrête d'être maire de Lyon en 1905 et la vacherie n'est pas encore construite, mais son projet sera soutenu derrière par Édouard Herriot, il n'y aura pas de problème là-dessus. Il n'y a pas que Tony Garnier qui va répondre à ce projet-là. On a une première personne qui va tenter sa chance. C'est un certain monsieur Duret, architecte divisionnaire de la 3e circonscription, qui en janvier 1904 nous propose un joli plan pour la vacherie municipale du parc. Alors, je n'ai pas détaillé plus que ça, mais il répond de toute façon à la demande de la ville. Dans son plan interne, effectivement, on va retrouver un espace pour des tables pour les vaches. Je vais me relever. Donc l'espace pour les vaches. Ici, plutôt un espace pour le traitement du lait. Et puis ensuite, de ce côté-là, plus des espaces de stockage, cuisine des vachers, etc. Donc bien distinguer les fonctions. On retrouve notre architecture empreinte d'hygiénisme. Et à l'étage, du coup, les chambres des vachers et l'espace pour le foin. Ce qui était intéressant dans ce projet-là, c'est que dans les archives municipales, on a trouvé un deuxième plan. Alors, si le premier qu'on a trouvé était réalisé en hiver, plutôt au sein du parc de la Tête d'Or, ce même architecte a proposé un second plan en été. Donc, l'idée, en tout cas pour nous, ça a été que probablement, il propose un premier projet en janvier, mais son projet s'estime à un peu plus de 100 000 francs. Un budget beaucoup trop élevé pour la ville. Il n'avait pas du tout envisagé un budget pareil. Donc, entre-temps, il est possible qu'il réfléchisse à un second projet qui serait moins onéreux. Et effectivement, on a une structure qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus d'ailleurs architecturalement rurale, avec les codes plutôt de l'architecture rurale pour le coup. Mais de toute façon, c'est pas lui qui a gagné. Définitivement, Tony Garnier sera choisi pour réaliser ce projet-là. Donc, le projet de Tony Garnier... alors à ce moment-là de sa carrière, Tony Garnier, il a gagné le Grand Prix de Rome. Il a passé 4 ans à l'Académie française de Rome à la Villa Médicis.
Il n'a pas fait l'unanimité de ses professeurs parce que les monuments antiques, c'était pas forcément son truc à lui. Son truc à lui, c'était la modernité. Il travaillait surtout sur son projet de cité industrielle basée sur une utopie sociale. C'était ça qui l'intéressait. Ça lui a permis quand même de faire parler de lui dans pas mal de milieux. Et quand il revient à Lyon au bout de 4 ans, le maire Jean-Victor Augagneur lui propose ce projet-là. C'est pas forcément ce qu'il avait espéré en revenant sur Lyon, notre Tony Garnier. Mais quand il lui propose ce projet-là, le maire, il lui propose surtout potentiellement le projet des abattoirs de la Mouche. Donc c'est tentant quand même pour Tony Garnier. Et donc il va réaliser un projet de vacherie municipale pour le parc de la Tête d'Or. Et ce qu'il nous en dit, c'est que la construction conçue avec le plus de simplicité possible répond aux prescriptions d'hygiène et aux besoins de solidité et de durée. Elle est en outre disposée pour être facilement extensible. Donc on retrouve cette idée d'une architecture qui est fonctionnelle. On n'est pas sur une architecture qui est censée être esthétique, jolie, etc. On est sur une architecture qui doit rendre compte de la fonction du bâtiment. Et c'est dans cette optique-là qu'il va construire son projet pour la vacherie municipale du parc de la Tête d'Or. Donc on a un projet qui va répondre à la demande de la mairie. On va avoir une étape qui peut accueillir en tout cas 40 vaches, un service de stérilisation pour le traitement du lait et la mise en bouteille, et entre ces deux espaces, un espace plutôt pour le personnel, une partie pour la cuisine des animaux, et complètement à l'extérieur du bâtiment, l'étape d'isolement. Et là, on voit le budget de Tony Garnier. On est bien en dessous de celui de Duret. Donc, effectivement, il a peut-être été sollicité parce qu'il était Tony Garnier, parce qu'il avait déjà fait parler de lui dans certains milieux, parce qu'il était moderne, etc. Il est possible qu'il ait fortement été choisi aussi parce que son projet était le moins cher pour le coup. Parce qu'à 70 000 francs, un peu moins de 70 000 francs contre plus de 100 000, ouais, on ne pouvait pas hésiter très très longtemps. C'est là où on fait la cuisine alimentaire des animaux. Ça va? C'est un espace exprès où on va préparer la cuisine des animaux. Oui, par exemple. Oui, par exemple, ouais. Oui, des mélanges, ouais. Oui, oui. Par exemple. De rien. Donc Tony Garnier, il va rendre son projet à la ville et la ville va lui faire modifier quelque peu son projet, notamment des agrandissements pour le service de la vacherie. Donc ils lui font rajouter 2 chambres au premier étage pour le logement du vacher, la création d'un second toilette, l'agrandissement des vestiaires lavabo, et c'est estimé à peu près 7 000 francs environ. Donc on a un projet qui coûte à peu près 80 000 francs à l'arrivée et on va lancer à la fin de l'année 1904. Donc après, on s'est un peu posé la question quand même sur la construction et aménagement. Je ne suis pas une spécialiste de l'architecture de Tony Garnier, donc c'est probablement pas moi qui en parlerai le mieux, mais j'ai essayé de montrer en quoi, en tout cas, il avait utilisé des matériaux qui étaient pertinents pour leur propriété finalement. Donc un usage effectivement des matériaux qui est rationnel et pragmatique chez Tony Garnier, notamment sur les planchers. Donc les sols des dépendances et les sols des locaux du rez-de-chaussée, ils sont en béton armé avec une chape en ciment de Portland par-dessus. Donc le béton armé, pour ceux qui ne seraient pas du tout du bâtiment et qui n'en ont jamais vu, on va réaliser un coffrage en bois à l'intérieur duquel on va venir mettre une structure métallique et on va venir couler du béton à l'intérieur, tout simplement. Ça permet d'obtenir un mur qui est extrêmement solide et durable dans le temps. C'est facilement malléable et c'est très facile d'entretien. Donc pour un espace qu'on veut plutôt facilement nettoyable, c'est très intéressant. Et le ciment de Portland, il a des particularités aussi. Ça résiste au gel, c'est imperméable et c'est très utilisé aussi pour faire les fondations sur des sols difficiles. Et c'est vrai qu'au sein du parc de la Tête d'Or, on est plutôt sur un sol qui est assez marécageux. Donc c'est pas complètement stupide de se servir de ce ciment-là. Les autres sols, on va trouver notre pisé de mâche-fer et chaux hydraulique avec l'espace entre les bourdes chargées de terre séchée. Donc le pisé de mâche-fer. Alors le pisé, il faut savoir qu'au départ, c'est vrai qu'on fait plutôt des constructions en pisé de terre crue. Seulement en 1856, par notre préfet du Rhône, Claude Marius Weiss, les constructions en pisé de terre crue, elles vont être interdites, tout simplement parce que cette année-là, on a une crue du fleuve qui va... Pardon ? Je vous entends tous murmurer. Parce que cette année-là, on va avoir une crue du fleuve qui va détruire une partie du quartier de la Guillotière et qui va emporter 1185 maisons.
qui étaient principalement toutes construites en pisé de terre crue. Donc on va considérer que c'est quelque chose de plutôt fragile pour la construction. On l'interdit, mais on n'interdit pas la technique. Et donc on va construire en pisé de mâche-fer. Donc le mâche-fer, c'est pas la préoccupation de l'époque, mais c'est assez écologique finalement, puisque c'est de la réutilisation. Généralement, ça provient de la combustion des résidus de houille. Donc c'est quelque chose qui est plutôt très économique et intelligent à réutiliser. Les particularités du pisé de mâche-fer, c'est que quand on construit un sol ou un mur en pisé de mâche-fer, ça va lisser la température tout au long de la journée, ça va réguler l'humidité, et puis c'est surtout et avant tout très très économique. Donc pour un chantier qu'on ne voulait pas trop expansif, c'était le meilleur matériau à utiliser. Le fait qu'entre les lambourdes on vienne charger de terre séchée, c'est assez compréhensible pour tous, c'est un isolant thermique qui encore une fois est extrêmement économique. Donc pour les murs, là, j'ai mis une petite photo de notre vacherie, un détail de notre vacherie aujourd'hui pour rendre compte d'à quoi peut ressembler un mur en pisé de mâche-fer. En tout cas, la couleur, la texture, etc. pour ceux qui n'en auraient jamais vu ou qui n'y sont jamais intéressés, parce qu'on en voit à peu près de partout maintenant. Donc nos murs en pisé de mâche-fer et chaux hydraulique. Et à l'intérieur de la structure, on va venir les badigeonner de chaux et parfois d'alun. L'alun, c'est assez intéressant puisque ça va permettre de durcir l'enduit, donc d'avoir quelque chose qui va résister plus longtemps et qui est complètement imperméable. Donc pareil, vous imaginez bien qu'à l'intérieur d'une étable, avoir des structures qui sont facilement nettoyables, qui résistent à l'eau, etc., ça a tout son sens dans la fonctionnalité de la vacherie en tout cas. Alors ça n'a pas forcément un intérêt ni hygiéniste, ni moderne, ni rien du tout. Mais dans la pensée de Tony Garnier, ça s'inscrit dans une tradition architecturale. Le fait d'utiliser des tuiles plates de Bourgogne, ça rend compte de la fonction de l'édifice, puisque les tuiles plates de Bourgogne sont beaucoup utilisées dans l'architecture rurale, vernaculaire. C'est un marqueur en fait de cette architecture-là. Et donc pour Tony Garnier, ça s'inscrit du coup dans la tradition rustique des constructions rurales. À l'intérieur de notre vacherie, on va essayer d'être moderne. Donc là, j'ai mis quelques exemples du modernisme des installations. Donc on va avoir les mangeoires de l'étable qui sont en ciment, ce qui va permettre effectivement, encore une fois, d'avoir des surfaces qui sont facilement nettoyables. On a l'installation d'un fourneau à thermosiphon. Donc ça, c'est un grand mot pour dire pas grand-chose. C'est juste qu'on va avoir de l'eau chaude et de l'eau froide dans nos mangeoires, qui vont permettre du coup d'avoir de l'eau propre pour nos vaches et de pouvoir nettoyer avec de l'eau chaude régulièrement. Et puis toutes ces eaux, elles vont être menées par des canalisations spéciales directement à la fosse. Et surtout, on a ce bâtiment d'isolement. Alors dans le souci de tuberculination à ce moment-là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire rentrer une nouvelle bête dans le cheptel, on va le mettre en quarantaine directement dans le bâtiment d'isolement pour s'assurer qu'elle ne va pas contaminer tout notre troupeau et qu'elle n'ait pas atteinte de tuberculose. Donc ça s'inscrit complètement dans le mouvement hygiéniste de l'époque. Ce bâtiment, il va être inauguré le 13 juillet 1907. Au niveau de l'esthétique, on se rend bien compte qu'effectivement, chose promise, chose due, c'est assez simple finalement comme rendu. La seule décoration qu'on va avoir, c'est ces guirlandes végétales. Et puis sur le mur pignon, on va avoir du lierre qui va venir ramper. La folie, ça va être les petits vases sur les redans finalement, mais c'est un peu la seule décoration qu'on va avoir. Et c'est vrai qu'avec mon binôme d'école, quand on avait fait ce projet-là, on était allé passer une après-midi au sein du parc de la Tête d'Or et on avait interrogé les gens sur ce bâtiment-là pour savoir, à leur avis, à quoi ce bâtiment avait pu servir. Et le pari était gagné parce qu'on a plusieurs personnes qui nous ont dit bah, ça a dû être une étable à un moment donné. Donc c'est bien que, visuellement, ça rendait compte de la fonction de l'édifice. Je m'arrête juste 5 minutes sur ces petits redans, là. Ce que j'appelle les redans, c'est ces petites choses-là qu'on trouve sur l'avant-corps de la façade. C'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans l'architecture, encore une fois, rurale. C'est ce qu'on appelle des pas de moineaux. Donc on va venir poser des pierres plates sur ces petits redans et ça va limiter l'infiltration de l'humidité en fait, sur des murs qui sont plutôt importants, des murs porteurs généralement. Donc c'est une petite technique de construction qui n'est pas complètement inintéressante. On inaugure notre vacherie le 13 juillet 1907 et en 1912, on procède à de nouveaux aménagements sur notre vacherie, notamment au niveau des étages où on va venir aménager des chambres, des cuisines pour nos vachers qui sont un peu plus nombreux que ce qui était prévu. Et on va venir également aménager un logement du garçon vacher au-dessus de l'étable d'isolement. Alors là, on peut réfléchir à la pertinence vu qu'en dessous, on est censé avoir des vaches mises en quarantaine, mais
Au-dessus, on va quand même installer une personne qui a quand même son entrée privée et qui ne va pas passer par l'étable, mais malgré tout, ça reste un lien assez proche avec des bêtes qui potentiellement sont atteintes de tuberculose. Qu'en est-il à l'intérieur de notre vacherie ? Eh bien, à l'intérieur de notre vacherie, on a quelque chose de très très fonctionnel. Donc du coup, on va trouver ici notre espace d'étable. Ici, on a notre espace d'isolement, donc complètement en extérieur de notre structure principale. Ici, on a notre fameuse cuisine des animaux. De rien. Ici, on va avoir une salle de surveillance en fait, du vacher qui va avoir directement vue sur ses vaches, sa cuisine à lui, un espace de stockage, un toilette. Et ici, on va avoir tout ce qui est traitement du lait. Donc plutôt de ce côté-là, le nettoyage des bouteilles, le conditionnement. Et ici, on va avoir la stérilisation, mise en bouteille et ensuite départ pour les crèches de la ville. Donc c'était extrêmement bien pensé. Et le lait ne circule pas de partout au sein de la structure. Hein. Il a son circuit assez court et ensuite il part directement. Alors là, après, on arrive un peu dans... Ça, c'était un petit peu le travail de ma collègue architecte, mais je trouvais que c'était intéressant, donc je vous le présente quand même. Le rapport façade-plan. C'est vrai que dans l'idée de Tony Garnier, effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui doit rendre compte d'une esthétique, donc on ne va pas avoir une symétrie parfaite du bâtiment. On a une façade qui va répondre aux besoins de l'intérieur et des fonctions. Donc on a cet avant-corps qui n'est pas du tout centralisé sur la structure, il est complètement décalé, mais il montre quand même la différence de séparation entre l'espace de stérilisation et notre étable, donc pour bien distinguer deux zones bien différentes. Au niveau des ouvertures, il n'y a aucun rythme régulier. On va mettre des ouvertures là où on a besoin de lumière dans les salles, tout simplement. On va retrouver quand même quelque chose de régulier au niveau des ouvertures de l'étable. Ça se comprend, c'est qu'une seule pièce, on ne va pas avoir un éclairage complètement irrégulier. Il faut quand même une lumière assez diffuse dans cet espace-là. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une façade et un esthétique qui rendent compte d'une fonction et pas du tout dans l'idée de faire quelque chose de grandiose, ni même de beau ou d'esthétique à l'œil. Et après, forcément, une fois qu'on avait vu toutes ces questions-là, on a voulu quand même savoir si ça avait marché comme projet. Est-ce que ça a réussi ? Non, effectivement non. Ça n'a pas bien marché, en tout cas ça n'a pas marché très longtemps. Donc la vacherie en action. La distribution du lait, donc sur ce plan-là, le petit carré bleu, c'est notre vacherie, et puis les autres petits carrés blancs, c'est les crèches qui devaient bénéficier du lait stérilisé de la vacherie municipale du parc de la Tête d'Or. Donc on avait quand même 8 crèches qui devaient bénéficier de ce lait-là, et on avait 40 vaches, quoi. Donc déjà là, le ratio, il n'est pas forcément extraordinaire. Les enfants, ils sont quand même sélectionnés au préalable. On ne va pas donner du lait à tous les enfants présents dans la crèche, c'est pas possible. Donc on va faire un choix des bénéficiaires qui va se présenter sous deux aspects. Donc l'aspect assistance, ça veut dire que les parents doivent être indigents ou au moins dans l'incapacité totale de nourrir leur enfant. Et hygiénique, il faut que la mère ne soit dans l'incapacité également de donner naturellement du lait à son enfant, puisque le lait maternel est perçu comme le lait le plus sain à ce moment-là, définitivement. Et bien sûr, il faut que l'enfant soit dans un état de dénutrition avancé. Donc, pour être l'heureux chanceux du lait stérilisé de la vacherie, il faut quand même être déjà dans un sale état, quoi. Au niveau de la sélection et des dossiers, donc on a les mairies d'arrondissement qui vont effectuer des enquêtes sur dire de l'assistance. Ils vont rendre des rapports à la mairie centrale, qui eux vont transférer le dossier au bureau d'hygiène et qui eux vont s'occuper d'organiser une visite médicale pour savoir un peu, pour effectuer effectivement un classement des enfants en fonction de leur âge et de leurs besoins. Et après, on va avoir des rapports qui vont être rendus régulièrement par les crèches et les mairies sur les enfants qui doivent bénéficier de ce lait-là, et puis sur les enfants qui n'en ont plus besoin, donc qui doivent être radiés pour avoir un minimum de contrôle sur la distribution du lait stérilisé. La réalité de notre vacherie, c'est que assez vite, et presque même dès le départ, on a une production insuffisante de lait pour répondre à la demande. Donc, par exemple, en 1908, on a une cinquantaine d'enfants qui attendent de bénéficier du lait stérilisé de la vacherie. Et en 1911, on a à peu près 80 demandes en attente en fait, pour ce lait-là. Donc, à chaque fois, on a vraiment beaucoup d'enfants qui devraient bénéficier de ce lait et qui n'arrivent pas à l'avoir faute d'une production suffisante.
Donc face à ce constat-là, la ville, elle n'a pas vraiment le choix. Elle ne peut pas avoir plus de vaches que ce qu'elle a déjà, hein. Elle a une étable pour 40 vaches, elle a une quarantaine de vaches, elle ne peut pas faire mieux. Donc elle va aller se fournir en lait ailleurs, donc dans des laiteries autres, et qui n'ont pas forcément une hygiène du lait aussi poussée que celle de la vacherie municipale. Et ce qui devait arriver arriva, c'est qu'on a eu des contrôles d'hygiène du lait au sein des crèches et que les contrôles n'ont pas été bons puisque le lait ne provenait pas forcément de la vacherie municipale. On avait des laits qui étaient très pauvres en matière grasse puisqu'on avait probablement des vaches qui ne pâturaient pas dans les pelouses du parc de la Tête d'Or mais qui étaient dans des petites étables au sein de la ville et qui ne voyaient pas beaucoup le soleil. Donc forcément, ça ne faisait pas un lait très intéressant d'un point de vue nutritif. Donc l'hygiène va être remise en question. Et puis économiquement, c'est vrai aussi que ça a été très mal pensé. C'est un projet qui a été très mal pensé en amont finalement, hein, sur beaucoup de points. Et c'est vrai qu'économiquement, c'est pas viable non plus, hein, parce qu'on a les rapports dans les archives des budgets de 1913 et 1914. Donc en 1913, l'entretien de la vacherie, des vaches, le salaire des vachers, etc., ça coûte à peu près 60 000 francs par an à la ville. Et en 1914, 70 000 francs. Donc c'est énorme pour la ville, puisque au départ, elle fournissait déjà du lait aux crèches municipales, hein, mais elle allait en acheter chez des laitiers, et ça coûtait à peu près 25 000 francs. Et en construisant cette vacherie, le maire espérait économiser 10 000 francs par an. Donc là, on en est carrément loin, quoi. Donc c'était économiquement, c'est vrai que ça n'a pas été très très bien étudié. Donc on avait à peu près 35 à 40 vaches qui produisaient 300 à 350 litres de lait. Et au départ, on espérait pouvoir obtenir un lait du coup, qui aurait coûté le litre 20 centimes, et on se retrouvait avec un litre de lait qui coûtait 75 centimes. Donc voilà, ça n'a pas très bien marché, et la ville n'était pas forcément satisfaite de la pub que ça faisait à sa politique, hein, finalement. Donc forcément, abandon de la vacherie municipale. Il faut quand même se rappeler, on l'inaugure en 1907 et en 1914, on réfléchit déjà à où est-ce qu'on pourrait transférer le service. Donc c'est vraiment pas un projet qui a été viable très très longtemps, quoi. Donc en 1914, la ville, elle va acheter un immeuble provenant des biens de l'ancien petit séminaire de Saint-Jean à Tourvielle. Donc c'est pas juste un immeuble, hein, c'est un immeuble avec pas mal de bâtiments également et à peu près 6 hectares de pâturage, verger, zone ombragée, etc. Donc ils réfléchissent et ils se disent que ça serait peut-être intéressant de pouvoir transférer le service de laiterie directement là-bas, puisque là-bas on pourrait aménager les bâtiments et accueillir une 60aine de vaches. Donc peut-être qu'en augmentant le cheptel, on arriverait à répondre à la demande finalement de nos crèches. Au départ, on leur en demande quand même 100 000 francs. Et encore une fois, pour la ville, c'est un budget beaucoup trop élevé. Donc ils vont négocier, ils vont bien négocier, puisqu'ils vont réussir à acquérir le terrain pour 60 000 francs à peu près. Ils acquièrent le terrain, la ville devient propriétaire de ce terrain-là, mais ne transfère pas le service de laiterie là-bas, puisqu'Édouard Herriot a un autre projet. En 1918, il crée l'école municipale d'agriculture à Sibens. Donc cette école d'agriculture, elle est créée pour limiter l'exode rural et réintéresser les jeunes des campagnes au travail de la terre, à l'agriculture. Et c'est également un lieu qui accueille les pupilles de la nation, donc les enfants abandonnés. Et c'est dans cette structure-là que notre service de laiterie va être transféré, donc à Sibens. Donc on n'a plus de service de laiterie au sein du parc de la Tête d'Or, mais le bâtiment n'est pas déconstruit pour autant. Qu'est-ce qui se passe pour notre vacherie ? Eh ben, on va, par chance, pas trop l'abîmer. On va lui ajouter des petits éléments un peu autour, hein. On va aménager une cage à ours en 1925. L'année d'après, on vient mettre les fauves directement sur la façade. En 1960, on va se mettre un petit jeu de boules derrière à côté de l'étable d'isolement. Et puis, en 1970, on a l'aménagement pour les gazelles, etc. Ce qu'il y a de bien et de positif, c'est qu'on ne va pas venir détruire ou réaménager des choses à l'intérieur. On garde à peu près le bâtiment tel qu'il a été pensé par Tony Garnier. Et puis, dernier aménagement, c'est l'ourserie en 1991-93. L'avantage de cet aménagement-là, c'est qu'on va restaurer complètement le mur pignon ouest. Donc, c'est plutôt positif pour notre bâtiment de Tony Garnier. L'intérieur, j'aimerais avoir des photographies de l'intérieur aujourd'hui, mais à l'époque où on a fait notre mémoire, nos demandes sont un peu restées sans réponse et c'est pas faute d'avoir été posté devant la porte plusieurs heures à attendre que quelqu'un sorte. Mais on n'a jamais pu rentrer à l'intérieur de ce bâtiment-là. Donc on en a trouvé des plans
Et aujourd'hui, voilà à peu près à quoi ça sert. On a un espace de dépôt, on a les anciennes cages qui avaient été travaillées à moitié en dehors, à moitié dedans, des espaces vides, et puis à l'étage, c'est totalement vide. J'ai ouï dire également qu'on y gardait quelques serpents, puisqu'à une époque, on avait des serpents au sein du parc de la Tête d'Or et qui auraient été transférés ici en tout cas. Au niveau de l'état de notre vacherie, effectivement, elle est comme un bâtiment qui ne sert plus à grand-chose. On a muré les fenêtres, etc. Et puis forcément, faute d'entretien, eh bien, on perd un peu le parement des murs, etc. Ça commence à se détériorer petit à petit, même si ça a été pensé pour durer, donc ça dure. Mais effectivement, on perd un peu l'aspect parfait de notre vacherie, quoi, finalement. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de grands projets de réhabilitation, mais ça serait pas mal que ça aboutisse, un de ces quatre, d'en faire quelque chose, que ce soit sur l'histoire du parc, sur l'histoire de la vacherie ou peu importe. Voilà pour ma vacherie municipale du parc de la Tête d'Or. Donc, je ne me leurre pas sur ce bâtiment-là. Effectivement, c'était un projet social de la ville qui a été assez mal étudié, mais c'était avant tout un projet politique. C'était censé montrer la politique de la ville, donc cette pensée moderne, enfin hygiéniste, moderniste finalement. On devait la mettre en avant à travers ce bâtiment-là. Le fait que la ville s'inquiétait de la santé des nourrissons, des enfants dans les crèches municipales, c'était très important à montrer. Et c'est pas juste, on va pas installer cette vacherie ici uniquement au sein du parc de la Tête d'Or, uniquement parce qu'on a déjà eu des vacheries et donc on a l'habitude de voir des vacheries à cet endroit-là. Le parc de la Tête d'Or, c'est quand même un lieu de rencontre et c'est un lieu de paraître également à ce moment-là. Donc placer ce bâtiment politique de la ville au sein du parc de la Tête d'Or, c'est s'assurer de toute façon que tout le monde le remarquera et que tout le monde comprendra ce que la ville est en train de faire pour eux finalement. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter autour de cette vacherie-là. Et donc j'espère que la prochaine fois que vous irez au parc de la Tête d'Or, si vous vous arrêtez déjà juste 5 secondes face à ce bâtiment-là, j'aurais réussi quelque chose ce soir. Non, je suis sûre que non. Non, ils sont là. Ils sont dans la petite boîte. Je les ai cachés. Ah, voilà. Il marche. Celui-là, il marche. Oui, celui-là ne marche pas. Moi, celui-là, voilà. Je n'avais pas compris non plus. Bon. Donc, s'il y a des questions, il faut avoir un micro. Voilà, personne. Alors, je vous passe le micro. Oui, c'était ça. Merci, je vais peut-être me lever parce que... Bonsoir. Pierre Gras, je préside l'association de préfiguration de l'Institut Tony Garnier à Lyon depuis 2 ans. Je voulais vous féliciter pour la qualité de votre conférence et l'exploitation des sources qui, pour l'historien que je suis, est évidemment quelque chose de très important. Je voulais apporter peut-être quelques précisions puis actualiser la toute dernière partie de votre intervention concernant ce bâtiment. Alors, il faut rendre justice quand même à Tony Garnier, même si son bâtiment ne fonctionne en réalité qu'une dizaine d'années. Enfin, si on compte 1919, le transfert à Sibins, c'est un petit peu plus, mais on est vraiment dans la réponse à une fonction. Et c'est très clair que, de ce point de vue, Tony Garnier se situe, vous l'avez évoqué pour la question de la forme, se situe tout à fait dans une position pré-moderne, on va dire, qui est, vous le savez bien, hein, form follows function, disait Louis Sullivan. Je serais moins tranché sur la question de l'architecture vernaculaire. Alors je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité, mais il y a plusieurs éléments qui plaident pour une compréhension beaucoup plus moderne, en fait, du travail de Garnier, ne serait-ce que l'utilisation d'un matériau qui reste encore un peu expérimental, qui est le béton.
qu'on utilise avec parcimonie. D'ailleurs, lui-même, effectivement, teste beaucoup. Il testera d'ailleurs une bonne partie de sa vie. Les pignons à redans sont des choses qu'on va retrouver dans l'œuvre de Garnier, notamment, effectivement, sur la grande halle des abattoirs de la Mouche. Et puis, d'une manière générale, cette attention, effectivement, à la qualité de la fonction. Alors, vous dites, bon, les fenêtres sont posées de manière aléatoire, etc. Je pense qu'il y a quand même une esthétique, globalement, qui se dégage. Alors, je ne veux pas être trop long, parce que c'est plus une intervention qu'une question. En fait, nous avons travaillé sur ce bâtiment, comme sur les autres bâtiments de Garnier, depuis 2 ans. Et faute d'attendre effectivement un projet municipal construit, nous avons décidé un petit peu, je dirais, de secouer le cocotier. Alors nous avons obtenu 2 choses, enfin, obtenu une et engagé une deuxième. La ville de Lyon va engager une étude patrimoniale, s'est engagée à le faire, a priori cette année, je pense, compte tenu d'une part de l'intérêt du bâtiment, qui est la première œuvre de Tony Garnier, tout court, hein, pas la première œuvre à Lyon, mais sa première œuvre, mais surtout aussi de l'état moyen, hein, on va dire entre moyen et mauvais, d'un certain nombre de parties d'édifices, ce qui est tout à fait dommage. Alors nous, on avait demandé une étude patrimoniale beaucoup plus large. Il se trouve que ça va se concentrer sur ce bâtiment, mais ça répond un petit peu à votre question en disant, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on laisse se détériorer? Et puis, notre impatience, disons, allant croissant, nous avons déposé le 12 janvier un dossier de demande de protection monument historique à la direction régionale des affaires culturelles, qu'il a accueilli positivement, et ce dossier va être traité. Je ne sais pas si la ville y sera très favorable, mais en tout cas on la pousse un petit peu à avoir un projet. Alors nous, je m'arrête là-dessus, on a assorti cette demande d'un changement d'usage. Il ne nous semble pas, les usages actuels sont un peu inappropriés, on stocke du matériel, même s'il y a une petite salle de réunion. C'est utile, certes, pour le personnel du parc, mais on pourrait être beaucoup plus ambitieux. Donc on est en train d'y réfléchir collectivement, mais vous avez eu tout à fait une bonne intuition en évoquant la possibilité d'en faire un lieu d'information et d'interprétation du patrimoine. Alors, avec 2 orientations possibles, ce sera mon dernier mot. Un, sur la diversité, bien sûr. La biodiversité, le parc est un bon laboratoire. Et une deuxième piste qui serait l'architecture du début du XXe siècle, dont on a des exemples intéressants dans l'agglomération lyonnaise. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou compléments d'information? Oui, il semblait quand même. C'était extrêmement clair, c'est pour ça qu'il travaillait. Pas besoin de questions. Merci. Alors moi, je m'appelle Jean-Pierre Grienet, je suis jardinier botaniste dans le parc de la Tête d'Or, et je voulais répondre justement parce que c'est très bien les projets, c'est super intéressant, mais il faut savoir que dans le parc de la Tête d'Or, on ne peut rien construire de supplémentaire. Donc, avec tous les corps de métier qui sont déjà dans le parc de la Tête d'Or, il nous faut des locaux. Et avant de penser à autre chose, on a déjà peu de place. Les collègues du zoo n'ont pas beaucoup de place. C'est aussi pour ça que il est vrai que la vacherie est occupée de façon pas forcément très élégante. Mais quand on a du matériel, il faut aussi le protéger. Et comme on ne peut pas construire de hangars supplémentaires, c'est compliqué de vouloir faire autre chose dans un lieu, et où est-ce qu'on va mettre le reste et les gens qui travaillent dans le parc. Donc c'est aussi important. Merci. Oui, je voulais évoquer des travaux qui avaient été envisagés en 2001. En 2001, il y a eu toute une réflexion sur un nouvel usage de la vacherie. Et il y avait même eu en conseil municipal une décision qui avait été prise, un budget voté.
je crois que c'était 11 millions de francs. On était en 2001, on était encore en francs. 11 millions de francs pour une rénovation. Alors, il y avait dans le projet, pas seulement la vacherie, il y avait aussi la ferme Lambert et il y avait le chalet des Gardes. Donc, il y avait tout un arsenal de différents plans. Et j'étais encore cet après-midi aux archives, là, et je regardais. À un moment donné, on voit apparaître une télécopie qui dit « Oui, je vous confirme que le dossier est annulé et je vous informerai dès que le dossier repart. » Et c'était en septembre 2001, alors que précédemment, en février, il y avait déjà tout en place pour la mise en exécution, on va dire, du projet. Alors, et là, actuellement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a la ferme Lambert est sur le point d'être reprise en termes de solidité, puisqu'il y a des problèmes de façade nord qui sont sérieusement touchés. Et donc là, il y a des travaux qui vont être entrepris à la fin du mois d'avril. Et donc là, on a un petit pas qui est franchi par la rénovation de la ferme Lambert, mais il n'y a plus rien de ce qui était prévu de 2001, et en particulier en 2001, par exemple, ça c'est pas la vacherie, il y avait l'aménagement des combles de la ferme Lambert qui n'est pas repris dans le projet actuel. Donc on s'interroge toujours sur comment ça évolue ces projets. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a une décision qui est prise et puis qui capote, on ne sait pas trop. Les archives actuellement ne sont pas très parlantes par rapport à ça.